Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial de Kinshasa Direct consacré entièrement, bien évidemment, à cette journée spéciale du 17 mai qui, au-delà de la célébration des forces armées de la République démocratique du Congo, nous rappelle le combat d'un homme, Laurent Désiré Kabila, qui a porté cette libération et qui a fait dire adieu à cette dictature du maréchal Joseph Mobutu. Dans ce numéro spécial de Kinshasa Direct, nous recevrons des invités qui ne parleront que de cette journée du 17 mai. Il s'agira d'abord de monsieur Durand Muongo. Il est réalisateur. Il a réalisé un film qui parle des 4 années glorieuses de Laurent Désiré Kabila, sa gouvernance, l'histoire de ce héros du 17 mai. Nous allons également recevoir monsieur Willy Kaoulou. Il est compagnon de monsieur Laurent Désiré Kabila, en compagnie cette fois-là de monsieur José Moulimbi, compagnon également de Mouzé. Avec eux, on va parler de ce parcours de révolutionnaire incontesté de Laurent Désiré Kabila, du maquis à la tête de la République démocratique du Congo. Mais bien avant, on va lancer les grandes lignes de l'information. Et c'est avec Moïse Tchamala de l'autre côté du plateau à qui je dis bonsoir et bienvenue. Christopher Ochokoum, merci. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. 17 mai, date commémorative de l'arrivée au pouvoir de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération qui venait à bout du régime autoritaire de Mobutu Sese Seko. 26 ans après, les Congolais ont gardé beaucoup de bons souvenirs de Laurent Désiré Kabila, appelé affectueusement Mouzé. Nous sommes à la veille de cette date historique. Et puis la crise du maïs qui frappe l'espace Katanga ainsi que le renforcement des relations interprovinciales était au cœur d'une audience qui a accordé le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, à son homologue Fifi Masuka du Lualaba. Les deux personnalités ont évoqué les solutions palliatives à cette situation. Et bien en Afrique, le procès pour viol contre l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, a été renvoyé au 23 mai après être brièvement ouvert ce mardi en son absence à Dakar dans un contexte de troubles à travers les pays. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Nathalie Yoko, mais entre-temps, Kinshasa Direct, c'est de l'autre côté avec Christopher Ochokoum. L'actualité reste inconnue. Tel qu'annoncé, on va prendre nos premiers invités pour les différents dossiers de ce soir, juste après cette interlude.
Le parcours d'un révolutionnaire incontesté, je dirais même un révolutionnaire né. On parle de Laurent Désiré Kabila. Je suis sur ce plateau honoré d'avoir ceux que je peux considérer comme ses compagnons, ceux qui ont accompagné sa vision, même après son départ sur Terre. Il s'agit de monsieur Willy Kaoulou. Il est le coordonnateur du collectif de Musée Laurent Désiré Kabila et vous êtes accompagné de monsieur José Moulimbi qui est votre adjoint. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est quoi d'abord le collectif Musée Laurent Désiré Kabila? Qu'est-ce que vous entendez en collectif? Oui, en fait, le collectif des compagnons du Musée Laurent Désiré Kabila, c'est une ASBEL qui regroupe tous les compagnons du Musée Laurent Désiré Kabila. Et quand on parle des compagnons du Musée Laurent Désiré Kabila, il y a plusieurs catégories de compagnons du Musée Laurent Désiré Kabila. La première catégorie, ce sont ceux-là qui ont fait le maquis avec Musée Laurent Désiré Kabila et qui l'ont accompagné jusqu'à la victoire finale ici à Kinshasa. Il y a une deuxième catégorie, ceux-là qui n'ont pas fait le maquis avec Musée Laurent Désiré Kabila, mais qui ont adhéré à l'idéologie de Musée Laurent Désiré Kabila et ils ont participé à la lutte de libération de la République démocratique du Congo jusqu'à Kinshasa. La troisième catégorie, c'est ceux-là qui adhèrent aux idées de Musée Laurent Désiré Kabila après sa mort. Donc, comme vous le savez, ce collectif a un objectif principal, c'est de pérenniser les idées forces de Musée Laurent Désiré Kabila. Et donc, vous êtes dans la dernière catégorie donc? Non. Nous sommes dans la deuxième catégorie, nous faisons partie... Vous l'avez rencontré où? Si, moi c'est depuis Bukavu. Nous avons fait partie des cadres révolutionnaires de l'AFDEL et jusqu'à Kinshasa. Ah, c'est très bien. Est-ce que vous pouvez me parler de votre rencontre avec lui? Je suppose que vous êtes congolais, il y a parfois des gens qui racontent des récits atroces de comment ils s'emparaient des villages, de tout ce que vous voulez. Vous, comment vous avez fait sa connaissance? Qu'est-ce qu'il vous a dit, qui vous a convaincu de l'accompagner jusqu'à Kinshasa? Donc nous sommes du groupe de jeunes qui ont été séduits par les idées de Musée Laurent Désiré Kabila pendant que nous devrions embrasser le deuxième cycle de nos études universitaires. Et nous avons été séduits par les idées de Musée Laurent Désiré Kabila. C'est ainsi que nous sommes enrôlés dans l'AFDEL. Il vous disait quoi? Non, mais... Parce qu'on dit, voilà, il droguait les enfants, il donnait des vélos, des armes. Dites-nous un peu, faites la lumière sur toute cette légende. En soi, vous êtes sans ignorer que les Congo, les Zaïre à l'époque, nous vivons dans une dictature la plus avilissante en Afrique. Vous en aviez marre? On en avait marre et toute la population en avait marre. Et je pense déjà avec l'appel de Musée pour chasser cette dictature, l'appel de Musée pour redonner le pouvoir au peuple, l'appel de Musée pour reconstruire le Congo, c'est un appel qui ne pouvait pas avoir une certaine résistance aux jeunes que nous étions de l'époque, des jeunes qui attendaient un certain leader qui puisse les amener dans cette voie-là. Et c'est ainsi que nous avons mordi à ça et nous sommes enrôlés dans la lutte de libération de l'AFDEL. C'est le cas aussi pour M. José Moulimbi? Oui, exactement. À Bukavu aussi, vous? Non, moi j'ai rencontré Musée à Goma. 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 C'était comment ce jour-là? Lorsque la ville de Goma tomba, et il a fait le meeting demandant aux jeunes de s'enrôler dans la révolution. Et de là, nous étions séduits par cet appel, d'autant plus qu'il n'a pas manqué à souligner qu'il était accompagné de gens qui étaient autour de lui et qu'il avait besoin des natifs des Congolais pour faire partie de cette révolution. Donc il était conscient que c'était quand même dangereux de faire la révolution avec des non-Congolais. Pas tellement dangereux parce que c'était une stratégie. Il a dit, venez vous enrôler, ceux qui venaient de terminer les études, chassons la dictature et après, nous allons reprendre les études. Moi personnellement, je venais d'avoir mon diplôme d'État. Ah. Alors j'ai espéré qu'après... Si c'est pas très indiscret, à peu près quel âge? Bon, c'était à 20 ans. 20 ans. 20 ans. Vous aviez une famille? Vous avez laissé votre famille? Vous avez marché? Oui, j'ai laissé ma famille, mais je n'étais pas encore marié. Vous n'aviez pas peur? Non, non. Qu'est-ce qui vous animait? Moi, je suis un peu curieux. Hein. Oui. Moi, j'ai plus que 20 ans aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui vient me dire, chassant ceci ou cela, même si le taux de dollar il grimpe jusqu'à 10 000, je vais avoir peur quand même. Oui, ce qui est vrai, on en avait marre de la dictature. Nos parents, et la plupart n'avaient même pas les moyens de nous faire soutenir pour le second cycle des études.
Et il s'est lamenté de ces dictatures. Alors nous avons trouvé que nous, ce qu'on pouvait apporter, c'est notre force, c'est notre jeunesse que nous avons mis en marche et soutenant cette révolution de Goma jusqu'à Kinshasa. Dans les détails, ça se passait comment? Parce que vous dites que vous l'avez rencontré, Oui. vous, c'était au meeting. Oui. Vous avez suivi le meeting quand Goma est tombé. Oui, oui. Est-ce qu'il venait vous rencontrer personnellement? Est-ce qu'il était humain? Oui, en tout cas, les meetings, c'est les messages qu'il donnait dans les meetings qui séduisaient les jeunes. Il parlait des intellectuels qui devaient faire partie de la révolution. Il parlait des paysans, parce que les enfants des paysans souffraient et qu'ils devaient se libérer de cette dictature. Et à travers les meetings, on s'enrôlait parce qu'on devait d'abord faire une formation paramilitaire, parce qu'il a dit qu'il avait besoin de tout le monde. Ah, vous étiez quand même formé. Formé, C'était oui. pas de la chair à canon. Non, comme non, on on disait, devait vous met passer, devant. oui, c'était en pleine guerre. On devait passer par une formation militaire. Et moi, je suis allé à Rumangabo. De Rumangabo, j'ai fait 3 mois. Après 3 mois, j'ai suivi la révolution jusqu'à Kinshasa. Tout le monde il avait besoin de tout le monde, qui pouvait même porter les bagages, qui pouvait même porter un sac, pourvu qu'il accompagne les militaires qui étaient au front en train de se battre. Alors aujourd'hui, quand on parle de Musée Laurent Désiré Kabila, certains développent quand même des thèses comme quoi, voilà, est-ce que c'était bien de faire cette rébellion? On avait le maréchal Mobutu qui faisait respecter les Zaïre en dehors, on avait une certaine stabilité de vie, faire venir les rebelles, c'était trop brutal. Est-ce que vous avez un sentiment d'ingratitude par rapport à ce sacrifice qu'il a eu à accomplir, d'après ce que vous me racontez? Non, mais d'abord, nous sommes très très fiers d'avoir participé à la lutte de libération de notre pays. Et puis, ce que vous devez savoir, avant que l'AFDEL ou Musée et ses compagnons n'entrent activement dans la lutte de libération, mais tout le monde en avait marre dans ces pays. Dans les Zaïre de l'époque, à quelques 2 ou 4 ans, même 5 ans avant le début de la guerre de libération, mais les Zaïre n'avaient pas d'armée. Les Zaïre n'avaient pas de monnaie, puisqu'il y avait à peu près 4 zones de monnaie dans un même pays, vous le savez. Il y avait une monnaie qui circulait à Kinshasa et qui ne pouvait pas circuler à Bukavu, et vice-versa. Bon, tout le monde en avait marre. Et ici, à Kinshasa, c'était presque cette récréation-là des partis politiques où c'est des jeux de tel s'installe aujourd'hui, le lendemain, c'est quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, la population croupit dans la misère la plus indescriptible. Et tout le monde en avait marre, et Musée en avait marre avec C'est pire qu'aujourd'hui? Bon, la misère de l'époque par rapport à celle d'aujourd'hui? vous savez, nous n'allons pas tellement juger les politiciens. Ben, je pense qu'il faut observer. Il faut observer. Je pense que quand Musée, il faut éviter d'ailleurs que l'histoire se répète. C'est le conseil que nous donnons aux politiciens, parce que nous vous avons dit que nous sommes une belle. Tout ce que nous pouvons, c'est donner conseil et observer. Pas juger, mais nous pensons que les politiciens, ils ont des leçons à tirer de la gestion de Mobutu, de l'histoire. Puisque quand la population en a marre, vous savez ce qui se passe, comme on dit, la population elle est versatile. Alors, monsieur je pense que José, les conseils que nous donnons. Monsieur José, vous vivez à Kinshasa, vous avez vécu cette situation-là, vous m'avez parlé de Goma, Rumangabo, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand vous entendez parler de Musée Laurent Désiré Kabila, j'ai parlé d'ingratitude tout à l'heure, c'est pas par rapport à vous ou par rapport au Congo, mais par rapport à l'opinion. Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais sont ingrats par rapport à ce qu'il a eu à faire comme sacrifice pour le pays, à votre avis? Non, je ne pense pas. Les Congolais sont reconnaissants. Peut-être la classe politique. Mais les Congolais, si vous entrez dans la basse classe, au fin fond, au village, dans les quartiers populaires, les gens parlent de musées. Les gens parlent de musées. Ils ont de bons souvenirs de musées. Tantôt, la vie. Un militaire à l'époque qui devait toucher $100, ça avait de la valeur. Ça avait de la valeur. Et toutes ces idées-là de vouloir mettre en place, garantir le social, parce que vous allez remarquer qu'à l'arrivée même, il a créé 2 structures, le service national et la réserve stratégique. Le service national devait produire. Et donc les excédents de la production du service national devaient être gérés par la réserve stratégique.
Actuellement, on parle de la crise de maïs. Et nous disons, l'idée des musées, c'était dans chaque province, on devait avoir une brigade de service national. Et si dans chaque province, on doit produire, nous ne serons pas aujourd'hui en train d'aller chercher des solutions à l'étranger ailleurs. Donc, il avait déjà des visions. Aujourd'hui, chaque Congolais, quand il mange, quand il n'est pas rassasié, il pense directement à musée. Partout musée est parlé, partout musée, on se souvient des musées. Monsieur oui. Oui, Monsieur oui. Willy. Je voudrais ajouter un aspect. C'est l'aspect sécuritaire. Je pense, comme l'a dit le camarade Ngembo, la population n'est pas tellement ingrate. C'est plutôt les politiciens et aussi peut-être un problème communicationnel. Et c'est pourquoi nous avons dit que nous nous sommes assignés comme objectif de pérenniser les idées forces de musée Laurent Désiré Kabila. Prenons un aspect sur le plan sécuritaire. Musée, il nous a dit de ne jamais trahir le Congo. Musée, il nous a dit de se prendre en charge, même sur le plan sécuritaire. Je pense que la leçon de musée est d'actualité aujourd'hui avec tout ce qui se passe à l'Est. Et je vois même quand je circule dans la ville, je vois même les photos, les portraits des musées qui réapparaissent. Je vois même certains politiciens retourner aux adages des musées. Et quand ils cherchent à sensibiliser la population, ils rentrent sur les adages des musées. Quelques exemples. Oui, c'est savoir se prendre en charge. Musée a parlé, il a dit que, je me rappelle, je cite, « Je ne sais pas dans quelle langue m'exprimer pour que l'on comprenne que la République démocratique du Congo fait l'objet d'une agression étrangère. » Musée a parlé de l'agression étrangère, de l'agression du Rwanda, puisqu'on ne peut pas se voiler la face. C'est le Rwanda qui nous a agressés depuis et jusqu'à aujourd'hui. Mais les politiciens de l'époque n'ont pas voulu écouter Musée de cette bonne oreille. Les camarades président de la République sortant, Joseph Kabila Kabange, il est retourné sur cet aspect d'agression rwandaise. Mais les politiciens ne l'ont pas compris. Aujourd'hui, le président actuel, il parle de l'agression rwandaise. Mais je pense que cet aspect des choses, cette agression contre laquelle Musée nous a appelé à résister, contre laquelle Musée nous a appelé à s'organiser même sur le plan sécuritaire, c'est une façon de reconnaître les idées forces de Musée, tout ce que Musée voulait pour ce Congo, et Musée en a perdu de sa vie. Et quand il parlait de ça, on ne l'écoutait pas. Aujourd'hui, le gouvernement l'a proclamé héros national. Mais il ne faut pas que nous arrivions à ça. Quand il y a des leaders qui ont de bonnes idées comme Musée, moi je pense qu'il faut les soutenir. Il ne faut pas attendre que malheur nous arrive pour que nous puissions les soutenir. Et aujourd'hui, nous devons nous approprier les idées des Musées. Le camarade, il a parlé des réserves stratégiques et de service national. Bien sûr, vous savez que le service national, c'était une stratégie pour lutter contre la famine. Mais au-delà de ces aspects de lutte contre la famine, mais le service national, c'était aussi un centre de brassage culturel. Il devrait y avoir, quand on a commencé à encadrer les jeunes, c'était des jeunes qui venaient de toutes les provinces, c'est-à-dire du Nord, des jeunes du Nord, des provinces du Nord, ceux des provinces du Sud, de l'Ouest ainsi que de l'Est. Et à chaque fois que ces jeunes vont se rencontrer à des endroits pareils, ils travaillent ensemble, je pense qu'ils vont bannir ce que nous déplorons aujourd'hui, les tribalismes et ainsi de suite. Vous voyez un peu dans les idées des musées. Il n'a eu que 4 ans de gouvernance, le plus grand maximum, c'était 4 ans. Pensez-vous que s'il avait eu quelques années de plus, il allait accomplir quoi pour la République démocratique du Congo comme idée? Genre, il y a le service national qu'on cite, il y a beaucoup, on a mis à l'aise les militaires, service national, social, marché de la liberté, et tout ça. S'il avait eu quelques années de plus, quelques mois de plus, quelle aurait été l'action forte de M. Laurent Désiré Kabila? D'abord, il faut noter que nous est parti sans nous laisser avec une seule dette des institutions de Bretton Woods. Nous avons fait tous ces exploits-là plutôt avec nos propres moyens, avec ce que nous trouvions dans ces pays. Et si l'on avait laissé Musée dans les 4 ans, nous allons atteindre cette autosuffisance alimentaire. Et soyez-en sûrs. Et les réserves stratégiques, le deuxième palier ou bien la deuxième phase de ces projets, c'était, et plutôt le service national, deuxième palier, c'était les réserves stratégiques. Les surplus là, c'est gardé au niveau des réserves stratégiques et en cas de problème, on aura à distribuer les restes, par exemple,
à des provinces qui connaissent des problèmes comme aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien que les réserves stratégiques devraient être à des endroits comme Kanyamaka CC. Et si vous regardez dans la logique, c'est presque Kanyamaka CC, je crois aussi Ngandanjika, je crois aussi dans la province orientale et dans le Bas-Congo. C'est dans les environs, oui, des zones exposées à la pénurie. Comme aujourd'hui, on voudrait parler des zones économiques mixtes, je ne sais pas quoi, trop de vocabulaire. Alors, je pense que si l'on pouvait respecter ça, je crois, le Katanga et une partie du Kasaï, avec les services nationaux au niveau de Kanyama, on n'aurait pas de problème. Et vous avez vu, parce que j'ai suivi aussi comme vous à la télé, où on a eu des produits de services nationaux ici à Kinshasa. Tout à fait. Voilà, je pense que c'est une très bonne leçon. Non, on aurait évolué et aller très loin. Monsieur José? Oui, il y a aussi la démocratie, dont on ne parle même pas. Parce qu'il y en a qui disent que non, voilà, il était un peu dictateur. C'est le remix. Il y avait la démocratie. Il a interdit 30 ans. Les Mobutistes, 30 ans, ils ne vont pas travailler. Ceux qui veulent travailler, ils passent d'abord par la prison. Ils faisaient chicoter les gens en cours de route, déchirer les pantalons des femmes et tout ce qu'on fait. Non, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Quand je parle de la démocratie, je voulais parler des élections. Vous allez remarquer, pendant même le parcours même des musées, déjà les élections s'organisaient. Lorsqu'une ville tomba, on organisait des élections populaires. Ah, il a fait ça à Goma, par exemple? Oui, partout. Tous les gouverneurs installés étaient élus, n'étaient pas nommés. Chaque fois qu'une ville ou une province tombait... Ça, c'est un bon détail qu'on oublie parfois. On organisait les élections et en plein air dans les stades. Et la population choisissait directement son dirigeant et il était installé. Mais ça se passait comment? Comment dans un stade, on va savoir exactement comment postuler? Est-ce que les gens n'avaient pas peur un peu? Non, pas peur. Je vous jure que pendant la libération, lorsque nous tenait le meeting, il y avait en tout cas de l'engouement. Tout le monde venait voir le musée, tout le monde venait participer. Et c'est comme ça que la population participait même à ces élections-là improvisées, c'est-à-dire l'élection de leurs dirigeants, les gouverneurs. Tous ces gouverneurs installés, ils étaient élus. Déjà, c'était la démocratie, c'était les élections dont nous parlons aujourd'hui. Nous pouvons dire que ça a commencé avec le musée. Je vais vous poser une question un peu intime. Oui. Excusez-moi, je vais profiter parce que ce n'est pas tous les jours qu'on aborde ce genre de questions. Je vais commencer avec vous, monsieur José. Oui. Comment avez-vous appris sa disparition, sa mort? Vous étiez où et vous avez réagi comment ce jour-là? Oui, moi j'étais à Kinshasa. En tout cas, d'abord je n'avais pas cru. Parce que musée, nous le voyons comme un mythe. Hein? En tout cas, apprendre qu'il est décédé, abattu par quelqu'un, un Congolais. En tout cas, je ne pouvais pas croire. Même le jour où on l'a amené au Zimbabwe, moi, je continue à croire que peut-être il va nous revenir vivant. Mais hélas, c'était la fin de sa vie sur cette terre. Donc, je ne pouvais même pas croire à cela, étant donné que... Mais il nous disait, en tout cas, je crois, 2-3 mois avant qu'il puisse mourir, il nous avait réussi, mais il nous a dit qu'il était vraiment en danger et qu'on ne voulait même pas de lui. Il nous a même raconté une histoire. Il dit, je commence même à avoir honte. Quand je vais dans un pays étranger, j'étais au Gabon, il y a la population gabonaise qui disait à son chef, pas toi, voici un homme. Et ça le dérangeait comme visiteur de marque. Donc, sa popularité a dépassé même les frontières. Monsieur Willy. Bon, vous savez que c'est vraiment un souvenir macabre. Perdre quelqu'un de cette trempe-là, c'est une lourde perte. Il y a un penseur qui disait que des gens pareils, quand vous les perdez, il faut 40 ans. Pour qu'ils naissent à nouveau. Pour qu'ils naissent à nouveau, ainsi de suite. Vraiment, c'est une perte que j'avais des difficultés pour comprendre ça. Que voulez-vous, dans la révolution, si un dirigeant meurt, ceux qui restent, ils doivent perpétuer ses idées. Justement, autour de lui, vous faisiez quoi? Vous avez dit que vous avez accompagné jusqu'à Kinshasa, après vous avez repris vos études ou bien vous avez eu des fonctions tout autour? Oui, on est des fonctionnaires. Et d'ailleurs, il ne faut pas... Il y a un aspect que nous avons oublié. Dans les jeunes qui ont suivi le musée, il y avait aussi ce qu'on appelait des formateurs idéologiques.
Donc à chaque fois que nous prenions une localité, nous devrions organiser politiquement la population, organiser des séminaires et organiser aussi l'administration. Puisque c'est dans les séminaires que quelqu'un pourrait comprendre le sens de la révolution du 17 mai. Et dans ces séminaires, les gens devraient apprendre certaines valeurs de l'AFDEL et certaines erreurs que la révolution... Avec oui, la révolution des années 64, PRP et autres, avait des erreurs qu'elle commettait à l'époque, et pour que les autres ne puissent pas la commettre. Alors, il y a cette catégorie-là de formateurs, et ils sont nombreux avec nous à Kinshasa. C'est le point là que je voudrais plutôt soulever. Mais quand nous sommes arrivés, il y a de ceux-là qui ont été démobilisés de l'armée, puisqu'il y a des démobilisés qui sont rentrés aux études, et d'autres aussi qui sont dans les administrations, d'autres qui sont aussi journalistes comme vous, ils sont nombreux, puisque je me rappelle le camarade qui était à l'RTNC qui est décédé, Ndjate aussi, non? Oui. Il y a aussi Lushima, oui, et à son âme. Effectivement, ce sont des moments forts. Hein. Et quand on parle des sons, d'essais justement, vous savez qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui dans l'opinion, parfois on a du mal. Quand on demande Bambouzé est mort, les réponses sont vagues. Voilà, c'est la communauté internationale qui l'a assassiné. La carte des services qu'on a retrouvée dans la poche de son assassin, ainsi de suite. Le fait que l'on n'ait pas une version définitive, claire, concrète à apprendre aux générations futures, est-ce que ce n'est pas non plus une erreur de plus pour les révolutionnaires que vous êtes? Bon, en soi, c'est un dossier qui a toujours fait trop de bruit. Nous pensons d'abord qu'il y a eu un procès là-dessus. Je crois à ce niveau, nous nous limitons à ce qui a été fait. Si à la longue, il peut y avoir d'autres versions, nous allons toujours suivre ça. Mais ce que nous regrettons, c'est que les gens aillent au-delà de ce qui existait. Je pense que quand nous parlons de la mort des musées, ça fait très mal. Mais on ne peut pas rester à ce stade-là. Il faut transcender ces sentiments pour voir ce qui était plus important pour le musée. Puisqu'aujourd'hui, le musée, c'est un patrimoine que les Congolais doivent s'approprier. Même quand on parle de nos héros nationaux, je pense qu'il faut qu'au niveau des écoles, qu'on enseigne ces héros-là, qu'on enseigne leurs idéologies. Je pense que c'est comme ça qu'on fera beaucoup de musées. C'est de cette manière-là qu'on fera beaucoup de Lumumba. C'est de cette manière-là qu'on comptera beaucoup de Simon Kimbangu et ainsi de suite. Mais est-ce que vous pensez déjà que son héritage, Monsieur José, je vais vous poser à vous cette question, est-ce que son héritage est bien enseigné à l'école? Aujourd'hui, quand vous allez, que ce soit au niveau primaire ou secondaire, on parle de Musée Laurent Désiré Kabila, oui, mais en passant, on n'entre pas en profondeur comme vous l'avez fait maintenant. Il y a certainement beaucoup d'enfants qui ont appris des élections de Goma ou de formation ou Mangabo. Ça prend comme ça. Mais est-ce qu'on ne devrait pas instaurer ça dans les systèmes éducatifs congolais, par exemple? Oui. Oui, à ce stade, moi, je dirais que les faits sont têtus. Les faits sont là. Et tôt ou tard, finiront par être enseignés. Je ne pouvais pas m'imaginer que peut-être aujourd'hui, après l'alternance au pouvoir, que les idées forces du musée devaient revenir. Sans faire exprès, comme a dit M. Willy. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation, on est obligé de citer. C'est ça. Donc, à force à voir ce qui se passe aujourd'hui à l'Est, tout le monde commence à donner raison au musée. Quand il disait, quand il parlait, personne ne l'écoutait. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte que ce n'était pas un musée qui était le problème, c'est la nation, c'est le pays. Ils ont tué le musée. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Non. Ils continuent toujours à convoiter le pays, à convoiter nos richesses. Donc nous pensons que les faits sont têtus, ils sont là, tôt ou tard, finiront par être enseignés, même à l'école. Mais est-ce que ce retard qu'on prend ne va pas nous coûter cher? Parce qu'on entend que non, voilà, le pays voisin, Rwanda et tout ce que vous voulez. On a vu même le président de la République parler à la télévision que voilà, il y a des terres à nous là-bas qu'on devrait récupérer. Normalement, ça nous appartient, ainsi de suite. Pendant que eux ont cette approche-là, nous, on est encore en retard, on n'en parle pas encore. C'est ça le mal. Moi, je pense que la question, elle est profonde.
La question est tellement profonde qui mérite à ce que, au niveau national, que cela puisse être inscrit dans le programme d'enseignement. Et on ne peut pas parler des musées seulement. Nous avons des héros nationaux. Il faut que les jeunes sachent pourquoi Lumumba est mort. Pas plus tard que 2 mois, on a accordé une journée pour les Kimbanguistes, pour Simon Kimbangu. Il faut que les jeunes gens, dès le bas âge, apprennent pourquoi Simon Kimbangu est mort. Il faut que les jeunes apprennent pourquoi Kimpavita est mort. Et je pense que quand vous apprenez à ces gens-là, ce sont ce qu'on appelle en sociologie des types idéaux. Ce sont des références idéologiques ou politiques. Alors, quand les jeunes gens vont apprendre, je pense qu'on aura fabriqué plusieurs musées. Or, si vous fabriquez plusieurs musées, vous fabriquez plusieurs nationalistes, vous fabriquez plusieurs patriotes. Et qu'est-ce que nous recherchons? C'est le patriotisme, c'est le nationalisme. Et vous êtes sans ignorer que Musée lui-même, trop jeune, quand il apprendra la mort de Lumumba, et il a dit à sa mère qu'on venait d'assassiner Lumumba et qu'il sera un prochain Lumumba. Voilà comment est-ce que le jeune Musée Laurent Désiré Kabila a été inspiré par le combat politique de Lumumba. Et alors, si nous enseignons ça dès le bas âge, il faut que les gens se débarrassent des considérations politiques, qui voient la nation. Et nous parlons ici nation. C'est-à-dire, si on incorporait ce programme au niveau de l'enseignement primaire, dès le bas âge, les gens apprennent le combat de ces leaders, de ces héros nationaux, d'ailleurs, puisqu'ils ont été proclamés héros, officiellement héros nationaux, il faut nécessairement qu'on apprenne ça et que nous fabriquons beaucoup de patriotes, beaucoup de nationalistes. Et je pense que ça sera une bonne chose et ça sera quelque chose dans la durée. Il ne faut pas que ce soit des histoires spontanées, puisqu'il y a ceci, et vous allez parler des musées. Vous avez tel deal politique, vous devez parler de Lumumba. Non, je pense qu'il faut que ça soit ancré dans les têtes des gens et qu'on apprenne ça. Ça serait une bonne chose. Merci pour cette réponse. On va faire une petite pause, justement, pour suivre un des clips, une des chansons lui consacrées. Tout à l'heure, on a parti. J'ai senti beaucoup d'émotion dans vos visages, ce qui prouve à plus forte raison que vous avez vraiment été ses proches, ses compagnons et que vous continuez à porter fièrement ces statuts. On va suivre ce clip et revenir avec vous parce que cette tranche vespérale est consacrée entièrement à cette journée de la libération portée par Laurent Désiré Kabila. Merci.
Voilà, cette magnifique chanson de Monsieur Debaba, Père à son âme également, qui a marqué en tout cas, et qui continue de marquer d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que ça joue, ça rappelle des souvenirs, c'est comme le cas dans ce plateau. N'est-ce pas, Monsieur Willy? Oui, c'est de Souza, hein, pour une petite... C'est de Souza. En soi, ce que je retiens dans cette chanson, il y a quelque part là où dit « Bokati nzete, bopikoli misisate ». Et je pense que c'est à ce niveau-là que se résume l'objectif du collectif des compagnons de Mosée Laurent Désiré Kabila. Mais écoutez un peu, il y a cette situation quand même, cette question qui me vient à l'esprit. On a l'impression que la plupart de ceux qui se sont déclarés compagnons de Mosée l'ont été pendant la gouvernance de son fils, Joseph Kabila. Aujourd'hui que voilà, il y a eu alternance pacifique, aujourd'hui que voilà, il ne parle plus beaucoup, il est terré dans son coin. Il faut suivre le pouvoir d'où il vient. On a l'impression qu'on parle, que ceux-là, en tout cas, parlent de moins en moins de Laurent Désiré Kabila. Est-ce que c'était juste pour une lutte effrénée du pouvoir ou il suivait vraiment les idéologies? Vous les connaissez, vous savez probablement de qui je parle, on n'a pas le droit de citer les noms. Mais est-ce que vous pensez comme moi que c'était de la flatterie seulement pour le pouvoir, seulement pour l'instant, pour les 18 ans? Bon, moi je pense que pour répondre à cette question, il faut décrire un peu Mosée Laurent Désiré Kabila. Parce que si vous avez un maître, vous devez suivre l'exemple du maître. Vous savez, Mosée, ce n'est pas en 97 qu'il est connu. Pour les gens qui sont dans l'histoire, c'est depuis les années où Lumumba était Premier ministre. Et vous verrez que Mosée est constant dans tout ce qu'il entreprenait. Il était constant jusqu'à arriver à Kinshasa. Si vous avez un maître, vous devez suivre son exemple. Et je pense que la constance, c'est une grande maladie, hein, ici chez nous, surtout dans les chefs de nos politiciens. Et c'est maintenant, je peux même paraphraser le professeur Jacques Ndjoli qui parlait de la transhumance. Bon, en fait, nous leur attribuons ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça ne vous déçoit pas vraiment? Bon, c'est... Vous ne vous sentez pas un peu roulé? Non, mais si le maître est constant, hein, c'est comme le Christ, il est bon. Il est amour, il nous a montré l'amour. Si tu ne fais pas l'amour envers ton prochain, tu ne peux pas te déclarer chrétien. Et je pense que la constance, c'est la plus grande qualité qui doit caractériser les gens. Et nous pensons que ce sont des leçons. Ce sont des leçons que nous tirons. La même chose? Oui, les compagnons de Mosée sont là et sont constants. Peut-être je peux parler de ceux qui sont venus au nom de la révolution, pardon, sans pour autant vouloir les qualifier d'opportunistes, qui ne le sont plus. Mais sinon, les compagnons sont là. Donc là, il s'est effectué une sélection naturelle et les gens qui sont là maintenant, ce sont les bonnes personnes, c'est tout. Oui, il y en a ceux qui venaient avec des visées politiques. Ils voulaient devenir tel ou tel et ils s'autoproclamaient kabylistes. Et aujourd'hui, ils peuvent s'autoproclamer jean-pierristes, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, mais les kabylistes sont là et ils restent constants. Ça, c'est une très bonne chose. Je voulais et puis, oui. Il ne faut pas aussi oublier que la lutte, dans son essence, c'était une lutte des ouvriers. C'était une lutte des paysans. Et... il n'y avait pas d'opulence. Non, vraiment, l'opulence, c'était les Mobutistes, à l'époque. Lui-même a vécu simplement. Vous l'avez vu, jusqu'au jour où il est parti, il était dans une certaine... puis-je parler de l'humilité? Je ne sais pas, simplicité, je ne sais pas. Mais vous avez vécu Mosée, quelqu'un qui est parti, je ne sais pas combien de comptes Mosée a laissé. Je ne sais pas quelle richesse que Mosée a laissé. Ce qui intéressait beaucoup plus Mosée, c'était le Congo. Et il a porté le Congo jusqu'à son dernier souffle. J'aimerais avoir quand même des anecdotes de vous, hein, de l'un après l'autre, parce qu'on va bientôt conclure. J'aimerais que vous puissiez me raconter un souvenir
de Musée Laurent Désiré Kabila, au-delà de tout ce que vous avez déjà dit ici, un événement que vous avez eu à vivre avec lui, que ce soit tout au long de cette marche jusqu'à Kinshasa, parce que vous l'avez accompagné, ou même pendant sa gouvernance, pendant ces 4 ans. Je vais commencer avec M. José et je vais finir avec M. William. Oui, j'ai vu en lui la détermination, la vision même. Je me souviens, la ville de Bunia tombe, dans les mains des libérateurs. On tient le meeting au stade de la liberté de Bunia. Alors Musée dit qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne dépendez plus de Kinshasa. Là, dit ça. Vous êtes libérés. À partir d'aujourd'hui, vous ne dépendez plus de Kinshasa. Il y a un jeune homme qui a demandé la parole. Il a dit à Musée, et vous nous dites que nous ne dépendons plus de Kinshasa à partir d'aujourd'hui. Moi, je suis jeune finaliste des études secondaires. Bientôt, au mois de juin, il y aura les examens d'État. Et c'est organisé par Kinshasa. Et vous nous dites que nous ne dépendrons plus de Kinshasa. Musée répondant, nous allons faire tout pour qu'avant juin, nous soyons à Kinshasa. Et le 17 mai, déjà, c'était avant juin, nous étions déjà à Kinshasa. Et il a pu faire son examen d'État. Et ces examens se déroulaient sur toute l'étendue de la République. Ça, donc, c'est une très belle histoire. Ça, c'est une très belle histoire. Et M. Willy? Bon, en fait, comme l'a dit les camarades, Musée était déterminé. Mais moi, quand on était encore on œuvrait dans les troupes de libération de l'AFDEL, Musée nous trouve en formation. Il s'adresse devant la jeunesse. Il dit, vous les jeunes, c'est vous qui allez, vous êtes la jeune classe montante qui allait remplacer la vieille classe. Donc, j'ai vu en Musée quelqu'un qui donnait la place primordiale à la jeunesse dans sa révolution. Et vous verrez mieux que partout où l'on passait, les jeunes adhéraient massivement à la lutte de libération. Massivement. Je vous dis, on arrivait même à des deuils. Vous parlez aux gens dans un deuil comme ça. Après les deuils, après l'enterrement, il y a au moins 50 jeunes qui vont s'enrôler. Alors tu vois un peu avec ceux qui disaient que vous êtes la jeune classe qui va remplacer la vieille classe. Je pense qu'ils donnaient une certaine valeur à la jeunesse. Ça m'a beaucoup... ça a été quelque chose de particulier. Et Musée, c'est quelqu'un qui savait se fixer les objectifs et les atteindre. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils doivent aussi savoir se fixer les objectifs et les atteindre. Musée, c'était quelqu'un qui était constant dans toute sa lutte. Même à l'époque de la conférence nationale, on a rappelé tous les politiciens. Musée avait refusé de venir ici à Kinshasa. Musée est resté dans le maquis, en train toujours de réfléchir comment est-ce qu'il pouvait revenir. Musée avait l'amour de ce pays, le patriotisme, et vous avez vu. Musée a évolué durant tout son temps là. Nous n'avons pas contracté de dettes, que ce soit FMI, que je ne sais pas comment. On payait les fonctionnaires, on payait les militaires avec l'argent qu'on trouvait sur place. Il n'y avait pas... Il y a quand même un détail. Je pêcherais de ne pas vous poser cette question. Vous regardez cette photo-là. C'est son fils, Joseph Kabila. Vous n'avez pratiquement pas pipé mot sur sa gouvernance à lui. Preuve encore que vous avez vraiment été des compagnons de Musée et vous savez faire la part des choses. Je ne vous ai pas demandé des questions sur Joseph Kabila et vous ne l'avez pas évoqué. Mais dites-moi quand même, avant de finir, c'est que vous avez eu à penser de sa gouvernance 4 ans après son père, il récupère le pays, c'est qu'il a eu à faire jusqu'à l'alternance pacifique. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est là qu'on va chuter. Bon, d'abord, nous avons cité le camarade président Joseph Kabila ici, quand il parlait de l'agression rwandaise et les gens n'ont pas voulu comprendre cet œil-là. Je pense que le camarade président Joseph Kabila, c'est le fruit de la révolution. Vous n'allez pas séparer les compagnons de Musée et de Joseph Kabila. Ils sont tous révolutionnaires. Et les révolutionnaires, ils se doivent appuyer. C'est un révolutionnaire. C'est le fruit de la révolution. Et d'ailleurs, c'est lui qui a continué l'œuvre de Musée. C'est parce que vous ne m'avez pas demandé les objectifs de la révolution. Vous savez, la révolution du 17 mai, moi j'ai toujours synthétisé ces objectifs en 3. Si vous pouvez me permettre ça. Allez-y, bien sûr. Le premier objectif, c'était de chasser la dictature. Et effectivement, nous avons réussi à chasser la dictature de ces pays.
Le deuxième objectif, c'était de remettre le pouvoir au peuple. Et le troisième, c'était la reconstruction du pays. Quand Mouzé est mort et que le camarade président Joseph est passé, je pense qu'il a pu continuer les deux objectifs qui restaient. Parce que Mouzé ne les avait pas, je peux estimer que ce n'était pas tellement terminé. Donc il y a un certain lien. Vous n'allez pas dissocier en soi. Hein, puisque les élections, nous sommes, je crois, au 4e ou 3e cycle. Oui, mais c'est sous les camarades du président Joseph Kabila. Et effectivement, il a lancé ça. Et aujourd'hui, nous parlons des élections. Et qui a fait ça? C'est lui. Bon, la reconstruction, il a commencé les travaux de reconstruction, ce qu'on a appelé les 5 chantiers, et ainsi de suite. Et voilà. Et je pense que ça devrait, par exemple, pour les autres, de continuer là où l'autre a laissé pour évoluer. Et je pense que nous aurons aussi bien évolué et aller très bien. Monsieur Voilà. José, est-ce que vous pensez que Joseph Kabila, après le départ de son père, a suffisamment bien porté cette révolution sur ses épaules? Oui, je le pense, d'autant plus que je considère que la gouvernance de Joseph Kabila est le résultat de la situation qu'il a trouvée. Vous êtes sans ignorer qu'il a trouvé un pays déchiqueté, il y avait 3 ou 4 républicains. Alors il y a des actes qui leur auraient posé par rapport au retour de la paix, notamment les acteurs. Parce que nous voulons dire, il était obligé de rassembler tous, et de tous horizons, de toutes tendances, pourvu qu'il y ait la paix. C'est-à-dire, je considère que cette gouvernance est vraiment résultat de la situation dans laquelle il a trouvé le pays, et pour ça, nous ne pouvons pas les juger. La fait justifie les moyens. Le pouvoir devait rentrer dans les mains du peuple, c'est ça, les élections, la démocratie et la reconstruction qu'il avait entamée jusqu'à son départ. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment fort en émotion, en témoignage, en connaissance, surtout pour les plus jeunes, comme vous l'avez dit. Et on espère que les autorités établies pourront accéder à ce plaidoyer, faire comprendre à la jeunesse, à la génération qui est en train d'arriver, les défis. On voit que l'ennemi est souvent le même, pour ne pas dire toujours le même. Le pays change de dirigeants, mais son objectif reste toujours le même, et bien s'emparer de notre territoire. Donc l'on devrait lutter de manière commune, l'on devrait tous être des révolutionnaires, comme Laurent Désiré Kabila l'a été en son temps. On va se quitter avec la chanson de Souza. Bien évidemment, tout à l'heure, je disais des babas, excusez-moi, c'était des Souza, dès que j'ai été corrigé ici par le compagnon de M. Laurent Désiré Kabila. Mais n'oubliez pas que demain, à partir de 8h, on va avoir un plateau spécial. Un plateau spécial qui ne parlera que de ça. À la place de la matinale, bien sûr, ce sera la matinale, mais dans un format bien aménagé pour faire de la place sur cette journée de la libération qui commémore aujourd'hui les forces armées de la République démocratique du Congo, au-delà de la cérémonie officielle qui aura lieu place Sorescom, place soldats congolais. Nous allons également revenir sur cette idéologie de M. Laurent Désiré Kabila, sa vie, sa lutte, cette révolution et son aboutissement. Donc tous les Kadogo, toutes les personnes que vous connaissez qui ont un lien avec cette histoire magnifique du 17 mai, eh bien, ces personnes peuvent venir intervenir demain. L'invitation est lancée à toutes ces personnes. Demain, à partir de 8h, en direct sur nos antennes, nous allons parler de M. Laurent Désiré Kabila et la révolution du 17 mai. Merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, on va séparer avec cette chanson d'hommage de l'artiste Des Souza.